C'est des centaines de millions, voire peut-être même des milliards d'enregistrements de personnes qui sont à côté de leur téléphone portable, de leur iPhone, de leur dispositif Apple. Ils sont pas au courant que ce dispositif est susceptible de les enregistrer à n'importe quel moment. Moi, avec les captures d'écran que j'avais à la fin, on voyait que certains des projets étaient menés sur une dizaine de pays à la fois. L'agence responsable, l'autorité dite chef de file, c'est l'Irlande. Et l'agence irlandaise de protection des données est réputée précisément pour la tendance qu'elle a à se mettre du côté des entreprises et à faire traîner les affaires. Bon, mon but, il est clair, c'est le démantèlement d'Apple, pour faire simple. Ce qui m'a protégé, je pense que c'est le fait que Apple ne veut absolument pas que cette histoire soit connue. Quand j'ai parlé à des avocats, ils me disaient, il y a deux possibilités pour Apple. Soit ils y vont à fond. À ce moment-là, tu vas te prendre des procès et ça va durer toute une vie, ça va durer 10 ans. Soit ils laissent couler et ils font semblant de rien. Exactement. Ils font le dos rond et ils espèrent que cette histoire-là disparaisse, comme tout un tas d'autres. Il y a une perte d'intérêt, bien évidemment, avec le temps, les journalistes s'en désintéressent. C'est ça que cherchait Apple, et donc en quelque sorte, ils doivent se dire, bah ça y est, on est sorti de la zone de risque principale en ce qui concerne l'affaire des enregistrements via Siri. On a reconnu nos erreurs, entre guillemets, et on a dit qu'on avait changé nos pratiques. Personne n'est venu contrôler, personne n'a vraiment fait d'enquête. Il n'y a jamais eu vraiment, au moins jusqu'à présent, d'amende, ne serait-ce qu'une amende. Donc ils doivent se dire que ça y est, ils sont tranquilles. Je sais pas si on a vraiment la mesure de ce que ça veut dire quand même, le capitalisme de surveillance. On n'en parle pas. On en parle peu, on n'en parle pas assez, c'est mal compris, c'est mal partagé, y compris par des journalistes ou... Donc tu penses que le traitement qui a été fait sur la question n'était pas bon ? En effet, oui. Ça reste quand même assez confidentiel en quelque sorte. Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille ? C'était le premier jour en fait. Dès le départ ? Bah oui, on te dit assez explicitement que tu vas travailler sur des enregistrements, que tu vas écouter des gens et que tu vas te retrouver avec à écouter des choses, des contenus à caractère sexuel, violent, intime. Ils te disent pas véritablement ce que tu vas faire jusqu'au dernier moment. Ils te filent des petits morceaux d'informations jusqu'au moment où tu te retrouves devant le fait accompli. Donc moi ça voulait dire prendre l'avion pour aller à Cork en Irlande, et une fois que j'étais dans les locaux, ils nous ont expliqué, en fait, ce sur quoi vous allez travailler, les enregistrements audio, c'est des vraies personnes qui sont en train de parler à leur assistant vocal. Et donc, quand on commence à faire l'entraînement sur une base de données dite d'entraînement, on entend les gens, moi je me souviens encore de mon premier enregistrement, ça n'avait aucun sens, je ne comprenais pas. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu, que j'ai tilté, que je me suis dit, donc c'était vraiment le premier enregistrement, que je me suis dit, mais en fait, cette personne, elle n'a pas l'air d'être au courant qu'elle est enregistrée. Sauf que même les gens qui sont en train de dicter quelque chose à leur téléphone ne savent pas qu'ils sont en train d'être enregistrés. Les gens n'étaient pas au courant qu'ils étaient enregistrés. Ça, il n'y avait aucun doute, et ça, je m'en suis rendu compte dès le premier enregistrement. En fait, tous les gens qui arrivent s'en rendent compte très très vite, quoi. Mais quand on te fait passer les exercices au moment du recrutement, on te fait écouter des gens qui sont en train de parler comme des acteurs en fait, qui sont en train de lire un texte, comme lorsqu'on te fait faire des exercices de compréhension orale en cours d'anglais en 6e, quoi. Et donc t'entends deux personnes qui sont en train de discuter, et ils sont très clairement en train de lire un truc sur une feuille de papier, et ça n'a rien à voir avec la réalité du travail, où c'est des gens qui sont en train d'être enregistrés à leur insu. C'est littéralement un système d'écoute massif, quoi. Et l'enregistrement s'arrête pas à la fin du truc qu'ils ont dicté, ça continue. Mais les enregistrements se déclenchent de manière un peu aléatoire en fait. Et Apple prétend qu'ils font ce qu'ils peuvent pour limiter ces enregistrements, mais c'est pas. Je pense que c'est pas vrai. Voilà. Et puis il faut que tu te débrouilles avec ça en fait. Assume quoi. C'est ça ton taf. C'est quelque chose qui apparemment est plutôt récurrent dans ce domaine-là. Donc en fait, moi mon métier à ce moment-là, enfin mon travail plutôt, c'était de faire de l'annotation de données, hein. C'est pas autre chose. Et des annotateurs de données, il y en a des millions dans le monde. Et c'est quoi le titre entre guillemets officiel que tu avais pour qu'on puisse Oui, ils avaient appelé ça data analyst. Data analyst, pour ce qu'on nous faisait faire, ça n'a rien à voir. Nous, on écoutait des enregistrements et puis on retapait la retranscription si elle n'était pas bonne, ou si elle correspondait pas aux indications d'Apple. Donc c'était vraiment un truc de petite main, quoi. Moi, l'histoire dont je parle, elle est, encore une fois, c'est juste une parmi tant d'autres. La résignation, elle est liée au fait qu'on se dit, mais qu'est-ce que je peux y faire ? J'y peux rien. Je n'ai aucun contrôle là-dessus. J'ai mon téléphone qui est devant moi, il m'écoute. Voilà, et je suis en situation de dépendance vis-à-vis de tous les instruments électroniques
enfin voilà, qui constituent mon quotidien, et j'ai pas le choix de passer de mon téléphone, de mon ordinateur. C'est pas de la dépendance voulue en fait, c'est pas comme si on avait eu le choix. Moi je refuse de rejeter la responsabilité sur les individus. Je pense pas que ce soit une affaire de responsabilité individuelle, c'est une affaire de responsabilité collective. On a des institutions, on a des règles, on a des droits qui sont censés être respectés, il y a des gens qui sont censés faire respecter ces droits, et il y a effectivement quelque chose qui fonctionne pas dans ce système-là, puisque les droits fondamentaux, notamment dans ce cas-ci la protection de la vie privée, ne sont pas respectés. En fait, Apple, c'est pas la seule entreprise, hein, c'est Google, c'est aussi Amazon et puis Microsoft. Ils ont tous les quatre collecté des centaines de milliers d'enregistrements à l'insu des utilisateurs. En Europe, c'est une violation flagrante du RGPD. Et puis au niveau des législations nationales, en fait, c'est un peu comme si ces entreprises se comportaient comme des agences de renseignement. Parce que c'est les agences de renseignement, c'est la police qui ont le droit, oui, de mettre des gens sur écoute, de mettre des gens sur écoute. Et là, il y a zéro contrôle et puis une admission de culpabilité qui n'est suivie d'aucune conséquence. Ça, c'est quand même un peu curieux. Mais c'est un régime d'impunité qu'on trouve beaucoup plus largement, en fait. C'est pas quelque chose qui est spécifique au numérique, aux entreprises ou aux géants du numérique. C'est quelque chose qu'on trouve plus largement dans tout un tas de secteurs économiques où, en particulier, les très grandes entreprises n'ont pas de compte à rendre. Combien de personnes, je sais pas si tu peux le dire ou pas, combien de personnes bossaient dans Donc en fait, il y en avait qui arrivaient tous les lundis. Quand j'y étais, c'était donc à l'été 2019, il y avait entre une dizaine et une vingtaine de nouveaux arrivants tous les lundis, à chaque début de semaine. Et moi, je faisais partie de ceux-là. Et pourquoi nouveau ? Parce qu'il y a un turnover, les gens restent pas longtemps là-dedans. Oui, alors il y a un taux de roulement élevé, effectivement, mais aussi c'est parce qu'ils étaient en train de recruter à tour de bras, quoi. Ils voulaient absolument augmenter le nombre de personnes qui bossaient là-dedans, quoi. Et donc à Cork, en fait, Apple a, je crois, au moins 3 sites. Et donc les sites étaient pleins quand moi je suis arrivé, et donc ils m'ont mis dans les locaux du sous-traitant. Moi j'étais dans le premier groupe, dans le premier arrivage des sous-traitants. Ils étaient encore en train de finir d'installer les tables, ils étaient en train d'installer les ordinateurs. C'était un open space. Au bout d'une semaine à peine, on devait être au moins 30 ou 40, et quand je suis parti, on commençait à atteindre les 80. Donc sur plusieurs sites, ça c'était simplement dans le site du sous-traitant. Ouais, parce que moi j'ai pas vu les autres sites, mais en parlant à quelqu'un qui avait été sur un autre, c'était voilà, des open space avec au bas mot une ou plusieurs centaines de personnes. Donc à Cork en Irlande, on parle d'une opération de probablement, je sais pas, moi je parierais sur au moins 500 personnes en 2019, c'est probablement plus. Et ça, c'est exclusivement pour les travailleurs d'Apple à Cork en Irlande, sachant qu'ils avaient plusieurs autres sites et plusieurs autres sous-traitants. Donc nous, on était au courant, par exemple, que le même travail était fait à Barcelone et aussi à Paris. Et donc, voilà, c'était exactement le même intitulé, c'était exactement la même fiche de poste. Donc en Europe, il y avait plusieurs sites comme ça. Il y en a sans doute encore. Aux États-Unis, il y en a également. On avait aussi une adresse mail Apple. Et donc parfois, il arrivait que quelqu'un, par erreur, envoie un message à tout le monde. Tous les gens qui avaient une adresse Apple se retrouvaient à recevoir ce mail. Et c'est comme ça qu'une fois, on a vu un message de quelqu'un qui était à Hong Kong, qui disait « J'ai fini ma journée, qu'est-ce que je fais maintenant avec les enregistrements qui me restent ?» Moi, avec les captures d'écran que j'avais à la fin, on voyait que certains des projets étaient menés sur une dizaine de pays à la fois. On voit Royaume-Uni, Australie, Inde, Chine, France évidemment. Mon nombre d'enregistrements, ça pouvait représenter entre 800 000 et 1,2 million, en gros. D'accord. Et ça, c'était pour un pays. On va dire, pour faire simple, tu dis 1 million d'enregistrements par pays, pour ce projet-là, qui dure sur un trimestre. Donc tu fais déjà 10 millions d'enregistrements, un par pays, puis tu multiplies par 4, puisqu'il y a 4 trimestres dans l'année, et généralement ces projets étaient reconduits, donc ça te fait 40 millions d'enregistrements, et puis ensuite tu multiplies par le nombre de projets existants, sachant qu'un projet était concentré sur un seul dispositif Apple. Donc en gros, il y avait le projet Apple Watch, il y avait le projet iPad, le projet CarPlay. C'est important de préciser ça, quand on pense toujours au téléphone en fait, en premier lieu. On oublie que finalement les objets connectés rentrent aussi en... Bah oui, et bah justement, comment ça s'appelle, l'enceinte connectée en particulier. En gros, tu multiplies 40 millions d'enregistrements par, on va dire, 6, 24, donc 240 millions d'enregistrements.
Et ça, c'est une estimation très 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 basse. 500 millions d'enregistrements par an, c'est une estimation basse. Fourchette, Oui, c'est une fourchette, on va dire. Je pense que c'est tout à fait raisonnable de partir sur cette base-là, seulement pour une dizaine de pays, sachant que Apple déploie Siri, déploie son assistant vocal dans tout un tas de langues. J'ai bien vu que, par exemple, il bossait aussi sur l'Amérique latine. Donc il y a beaucoup plus de pays qui sont concernés. Dans le communiqué en août ou en octobre 2019, lorsqu'Apple ait pris la main dans le sac au départ, et qu'il commence à y avoir des gens qui racontent ce qu'on fait dans ces bureaux-là, ils déclarent dans leur communiqué qu'en fait ils utilisent 0,2% de la totalité des enregistrements pour mener à bien ces projets. Donc en fait ça voudrait dire que quelle que soit la base du nombre d'enregistrements dont on parle, il faudrait multiplier par 500 pour avoir une idée de la totalité des enregistrements qui sont récupérés via l'assistant vocal. Et ça, c'était en 2019. En fait, c'est un aveu de culpabilité. C'est totalement un aveu de culpabilité. C'est hallucinant de tenir ces propos. Bah oui, mais moi je suis quand même encore assez surpris d'avoir partagé ce que j'avais à dire, d'avoir essayé de témoigner auprès des autorités responsables et d'avoir reçu plusieurs fins de non-recevoir, ce qui moi me semble assez étonnant, quoi. Il y a une plainte, une action collective qui a été initiée en Californie. Ça met du temps ces choses-là, mais en gros, dernière nouvelle il me semble, et pour dire en fait on a été écouté à notre insu, on nous a fondu un téléphone sur des bases mensongères. Parce que c'est aussi ça, c'est qu'Apple, toute sa communication est fondée sur l'idée que quand tu as un iPhone, on protège ta vie privée. D'ailleurs, ils ont fait une gigantesque campagne en 2022, Apple, c'est ça la vie privée. iPhone, c'est ça la vie privée. C'était ça leur slogan. Ne serait-ce que là-dessus, tu pourrais les attaquer. Et en tout cas, pour l'instant, en ce moment, en France, ou même en Europe, de manière générale, il n'y a rien... Non, il n'y a rien. Il n'y a rien, et c'est ça qui est surprenant. C'est qu'au strict minimum, sans parler de toutes les lois possibles et imaginables qui ont été enfreintes en termes de droit de la consommation, et éventuellement code civil, code pénal, pardon. Au strict minimum, il y a le règlement général sur la protection des données. Les agences de protection des données peuvent infliger des amendes allant jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel d'une entreprise mondiale. Ça peut représenter des sommes colossales. Et également des injonctions à arrêter. Et donc là, on est à 4 ans, bientôt 5, il s'est toujours rien passé. Et je crois que le problème, c'est que au niveau des agences de protection des données, l'agence responsable, l'autorité dite chef de file, c'est l'Irlande. Et l'agence irlandaise de protection des données est réputée précisément pour la tendance qu'elle a à se mettre du côté des entreprises et à faire traîner les affaires. Les autres agences européennes sont obligées de lui mettre la pression un certain nombre de fois pour qu'il y ait enfin des plaintes qui soient instruites et des amendes qui soient prononcées. J'ai envoyé une lettre ouverte aux agences de protection des données que j'avais partagée à des journalistes en Europe, et cette lettre ouverte disait je vous donne mon témoignage, je vous donne mes preuves, je suis disponible pour tout ce qu'il faut, allez-y, qu'est-ce qui se passe, et ça sert à quoi de prendre des risques et de sortir de l'anonymat et de raconter cette histoire si vous ne faites pas le travail qui correspond à vous assurer que la vie privée des Européens est respectée. Sur les 28 agences de protection des données, il y en a un certain nombre qui ne m'ont pas répondu, probablement la moitié. Il y en a d'autres qui ont accusé réception et qui n'ont jamais rien fait de plus. Et il y en avait quelques-unes, un petit nombre qui m'a répondu « Merci pour votre message, mais en fait c'est pas à nous qu'il faut dire ça, c'est à l'agence irlandaise. » Et l'agence irlandaise n'a jamais répondu. On sait assez clairement qui sont les responsables quand même. Au moins du point de vue du RGPD, la législation est très claire là-dessus, c'est les Irlandais, c'est l'agence irlandaise, voilà. J'ai mis plusieurs mois à comprendre que le courriel auquel j'avais envoyé ce message n'était pas le bon. Mais ils n'avaient pas pris la peine de me le dire. Et ils n'ont jamais cherché à me contacter. Et donc plusieurs mois après, j'ai fini par comprendre quelle était la démarche à suivre sur leur site internet. Et c'était compliqué. J'ai tendance à penser qu'ils font un peu exprès. C'est ça. Quelque part, c'est une manière un peu de noyer le poisson et puis surtout d'épuiser d'une certaine manière. Ça concerne des millions d'Européens, mais pas moi. Et en fait, la DPC a déjà utilisé ce prétexte, par exemple, pour rejeter des plaintes formulées par la Quadrature du Net, par exemple, en disant « Ah,
vous n'êtes pas concerné, votre plainte n'est pas recevable. Et moi, c'est à ça que je m'attends. Mais ils s'en sont même pas à ce stade-là. Ils reconnaissent même pas l'existence presque des documents que je leur ai envoyés, etc., etc. Évidemment que les gens après commencent à se poser des questions et à remettre un peu tout en doute, parce qu'on se dit, toi tu viens avec des éléments probants, tu vas pour contacter l'autorité qui est censée justement faire son boulot et enquêter. Cette autorité-là, en fait, ce que tu nous expliques, c'est que quelque part, elle est elle-même un peu pas complice, je sais pas si on peut dire complice. Sur différents niveaux, c'est là où c'est un peu étrange, parce qu'elle est complice pourquoi ? Est-ce qu'elle est complice parce que le siège de beaucoup d'entreprises se trouve là-bas, et donc quelque part l'argent gravite là-bas et ça rapporte, et donc il y a un business aussi qui se joue à ce niveau-là. C'est connu, l'Irlande est en situation de capture du régulateur, c'est ça le terme qui est employé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire dans une situation de régulation, en fait, l'organisme chargé d'assurer cette régulation se met du côté d'un ou de plusieurs acteurs qui devraient être contrôlés. Ce qui est clair, c'est que l'Irlande a mené une politique depuis plusieurs décennies, effectivement cherchant à attirer les GAFAM sur son sol, et en plus de leur proposer des avantages fiscaux. Exactement, merci. Des non négligeables. Oui, en fait, c'est un paradis fiscal. Mais c'est ça. Enfin, ça se comporte comme un paradis fiscal. C'est là aussi, il y a une distinction à faire entre le paradis fiscal qui permet aux entreprises ou aux particuliers de faire de l'évasion fiscale, et puis les pays qui font de l'optimisation fiscale, où tout ça est légal. L'Irlande permet donc aux GAFAM de rapatrier les profits en Europe et de les taxer en Irlande. Et donc ça fait un manque à gagner, une perte de revenus très importante, y compris pour la France. En plus de ça, l'autre avantage que propose l'Irlande aux entreprises du numérique, c'est, et là pour le coup c'est complètement illégal à mes yeux au moins, c'est de devenir un paradis légal. C'est-à-dire que l'application de la loi devient optionnelle à partir du moment où on est en Irlande. L'application du RGPD, c'est à votre bon vouloir, quoi. Ce qu'ils font principalement, c'est qu'ils vont rencontrer les entreprises et puis ils leur disent quelles sont les bonnes pratiques. Ils leur laissent un petit manuel et puis ils disent je sais pas, à bientôt. Et ça se justifie aux yeux d'un certain nombre de familles politiques parce qu'elles considèrent que le plus important c'est de faire du profit. Ce qui veut dire que ces entreprises-là sont plus puissantes sur certains aspects que les États. Il n'y a aucun doute là-dessus, oui. Ah, oui. Je vais prendre un exemple. Amazon, dès qu'ils ont envie d'installer un nouvel entrepôt quelque part, ils mettent en compétition les territoires, les municipalités et les pays. Et c'est à celui qui sera le mieux disant en termes de financement, d'optimisation, des subventions. Ah, ok. Et de dire, vous voulez qu'on vous offre, je vais dire une fourchette comme ça, 3000 emplois, donc vous voulez que ce soit ici ou là-bas ? Voilà. C'est un peu ça, là, ce qui se passe quelque part. Oui. À un moment, Margrethe Vestager avait porté plainte contre Apple en disant « Mais en fait, Apple, vous êtes en train de sous-payer, vous êtes en train de payer encore moins d'impôts que ce que vous devriez en Irlande. Et vous avez un manque à percevoir de 14 milliards d'euros. Et donc, en principe, Apple aurait dû payer cette somme à l'État irlandais. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que l'État irlandais lui-même a dit « Non, on ne veut pas ». Et ils ont... et je sais plus où ça s'est joué. On veut pas des 14 milliards. C'est ça, oui c'est ça, ils ont littéralement dit ça s'est passé dans une cour de justice européenne, et finalement c'est Margrethe Vestager qui a perdu, et c'est Apple et Apple soutenu par l'État irlandais qui ont gagné. Et donc effectivement, même à ce stade, le gouvernement irlandais est en situation de complicité et d'accord complet avec Apple. Parce que ça contredit l'idéologie néolibérale. L'idéologie néolibérale qui est celle de l'Europe, qui est celle d'Emmanuel Macron, qui est celle du gouvernement irlandais, pourquoi pas les nommer aussi du Luxembourg, puisque c'est là-bas que se trouve Amazon. Et des Pays-Bas, puisque c'est là-bas que se trouve Uber. Moi, c'est surtout un sentiment d'impuissance qui m'a habité pendant très très longtemps. Je me disais, mais ça sert à quoi ce que j'ai fait ? D'avoir joué le jeu en quelque sorte, quoi. Les choses sont même en train d'empirer, parce qu'à l'heure actuelle, en fait, Siri s'est présenté comme un système d'intelligence artificielle. Et dès 2020, en fait, à partir du moment où on est de l'autre côté du rideau, on peut dire, on voit très clairement, moi j'ai une expérience concrète qui me permet de dire, mais ça n'est ni une intelligence, ni quelque chose d'artificiel. C'est quelque chose qui est fabriqué par des humains,
qui nécessite un travail intense d'annotation, qui nécessite des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui écoutent des enregistrements, qui corrigent ce que va comprendre Siri, qui font de l'annotation précise sur l'enregistrement, et qui en plus vont comparer ce qu'il y a dans l'enregistrement et d'autres données issues de l'iPhone ou de l'Apple Watch ou peu importe, pour y rattacher des données spécifiques. Tout cet immense assemblage-là, ça donne lieu à cette espèce de répondeur vocal glorifié. Parce que Siri, au moins à ce moment-là, ça n'était pas grand-chose d'autre, à mon avis, qu'un gigantesque répondeur vocal très complexe. Et c'est pour ça que c'est pas artificiel, c'est que c'est humain, c'est qu'il faut des tas et des tas de travailleurs dans la machine, comme des rouages. Et pour la partie intelligence, je crois que on en est loin. La chose est dite d'elle-même. Et ce qui se passe, c'est qu'à partir de fin 2022, tout d'un coup, ça devient le nouveau truc et tout le monde se précipite dessus. Et puis il y a ChatGPT, et puis il y a Midjourney, tout l'entraînement préalable qui a été réalisé via l'assistant vocal. Toutes les données audio qui ont été récupérées par Apple, mais aussi tout un tas d'autres données, parce que c'est pas le seul canal via lequel ils font de l'aspiration de données. Apple produisent effectivement un assistant vocal encore plus complexe, un système d'IA qui va être déployé dans tous les iPhones. En fait, c'est le produit de l'espionnage de masse, c'est le produit d'une collecte de données illégale, c'est le produit de l'expropriation de quelque chose qui en fait finalement devient du travail, puisqu'on y associe de la valeur, une valeur marchande, ça devient en fait en quelque sorte un capital. En même temps, ce produit-là, ce système de surveillance et d'exploitation de masse, est lui-même un moyen de collecter davantage de données. Et moi j'irais même plus loin, c'est qu'il y a des moments où en fait on est contraint. Il y a des espaces où la décision n'est pas nôtre, que ce soit au travail par exemple. Lorsque on occupe un emploi et qu'on a des réunions en visioconférence, on utilise Zoom ou on utilise Microsoft Teams. Et en gros, dans leurs conditions générales d'utilisation, même si c'est relativement... c'est plutôt facile à trouver au final. Et c'est des conditions léonines. C'est qu'en gros, on s'arroge le droit de récupérer ce qu'on veut comme données, on s'arroge le droit de... savoir ce qu'on veut sur toi, quoi. Et donc, au travail, t'as pas le choix. On en est au stade où ce sont des systèmes qui peuvent faire de la prédiction, en fait, ou qui peuvent être au courant de choses qu'on ne sait pas soi-même. Donc il y a régulièrement des histoires qui sortent, qui sont anecdotiques, mais elles ont quand même une valeur assez révélatrice, qui montre, par exemple, comment une personne atteinte de cancer commence à recevoir des publicités ciblées pour lui proposer des pierres tombales ou des arrangements mortuaires, ou dans les années 2016-2018, il y a eu au moins une ou deux références à une femme qui était enceinte mais qui n'était pas au courant, mais qui commençait à recevoir de la publicité pour bébé. Et en fait, il s'est avéré que c'était... Il y a des acteurs en particulier qui font exclusivement ça, on appelle ça des data brokers, des acheteurs et revendeurs de données en masse, qui peuvent, à partir de tout un tas de points de données qui sont collectés via par exemple ta navigation sur internet, sont en mesure de dire elle est probablement enceinte parce qu'elle a commencé à acheter des marques de shampoing qui sont plus odorants que d'habitude, plus parfumés que d'habitude. Je crois que ça date de 2022, ça. Une application de prière pour les musulmans qui avait été achetée, dont les données avaient été achetées par des services de renseignement, il me semble, américains. Il y a aussi Strava qui permet de traquer finalement... Oui, parce qu'en fait ça permet, à partir du moment où tu as de grosses bases de données dans ce style-là, tu peux en fait les recouper avec d'autres, et puis éventuellement, si tu es un service de renseignement américain, je présume que c'est parce que tu as des cibles d'intérêt, et qu'éventuellement ça te permet de retrouver des gens qu'il y a autour, de faire de la géolocalisation, de faire soi-même de la prédiction, puisque ça ne sert pas exclusivement bien évidemment à des fins commerciales, ça sert aussi à des fins de surveillance. Et oui, et donc l'autre exemple, le dernier, que j'avais à l'esprit, c'est Strava, qui est donc une application qui te sert à contrôler ton activité physique, et en particulier le jogging. Donc Strava publiait sur son site en fait les parcours de ses utilisateurs. Et il s'avère que parmi les utilisateurs de Strava, il y avait
des militaires américains qui étaient sur des sites qui n'étaient pas connus du public. Et donc, en fait, non seulement avec leur parcours, le tracé de leur course, on pouvait les situer géographiquement, mais en plus, on pouvait voir quel était le périmètre de la base sur laquelle ils se trouvaient. Voilà, et donc ça, c'est juste un petit échantillon de la quantité d'exemples qu'il y a de ce que c'est que le système de collecte de données et comment on les valorise économiquement. Et ça se fait à nos dépens, en fait. C'est un système de prédation au sens où il nous fait perdre de notre libre arbitre, de notre capacité à décider par nous-mêmes, en fait, de notre marge d'action. Notre marge d'action est réduite. Ça sert aussi à faire de la captation de valeur et à précariser davantage des situations économiques, des situations de travail en particulier, qui sont mieux protégées.